Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Cyril Flamin, expert biogaz chez Engie. Avec lui, on parlera de cette charte pour un développement raisonné de l'approvisionnement des méthaniseurs. Pour notre débat, je vous présenterai l'un des binômes formés par Entrepreneurs pour la planète, un mentorat de la patronne d'AXA Life pour le fondateur de Circle Egg. Et puis dans Smart Ideas, on va évoquer l'aide aux réfugiés ukrainiens avec une plateforme de mise en relation créée pour mettre en relation les réfugiés avec des hôtes français. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Cyril Flamin, bienvenue. Vous êtes donc expert biogaz chez Engie. Les méthaniseurs, j'ai regardé ce chiffre en préparant l'émission, plus de 1300 méthaniseurs en service en France aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets? C'est un secteur qui se développe rapidement? Alors oui, c'est un secteur qui s'est beaucoup développé, mais qui a été un peu revu. L'accélération c'est un peu freiné par rapport aux tarifs d'achat. Qui ont changé il y a 2 ans. Donc du coup, il y a eu un petit coup de frein à la filière. Mais oui, c'est une filière très dynamique. Donc effectivement, 1300 méthaniseurs. Il y en a un peu plus de 300 qui injectent du gaz renouvelable dans le réseau. Donc c'est un peu plus de 6 TWh actuellement injectés. Donc oui, c'est une filière dynamique et encore un fort potentiel parce qu'il y a des objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe d'ici 2028 d'avoir plus de 7% de biogaz dans le réseau. Oui, c'était l'une des questions que j'allais vous poser. C'est porté par une ambition de développement de l'État, de l'Europe aussi. Ça bouge un peu partout. Alors c'est dans le cadre de la directive RED II, donc sur la directive des énergies renouvelables. Donc il y a pas mal d'objectifs en termes de biocarburants, en termes d'énergie renouvelable, notamment donc du coup le biométhane et le biogaz. Alors quand un secteur se développe, il faut l'accompagner. Évidemment, le 31 mars dernier, une charte de bonnes pratiques a été signée à Nantes à l'initiative du groupe de travail biogaz du comité stratégique de filière nouveaux systèmes énergétiques. Vous êtes représentant d'un des groupes, un groupe de travail. C'est quoi l'esprit, l'ambition générale? Après, on rentrera dans le détail de cette charte. De la charte, ok. Ouais. Donc la charte, c'est donc une charte de bonne pratique pour un approvisionnement durable de matières organiques pour les méthaniseurs. Et en fait, le but, c'est de professionnaliser, de fiabiliser, de structurer l'amont, donc tout ce qui est en lien avec l'approvisionnement de ces méthaniseurs. Parce que effectivement, là, ça représente un peu plus de 20 millions de tonnes sur les 1300 projets. Enfin, c'est entre 20 et 25 millions de tonnes de biomasse qui sont mobilisées tous les ans pour approvisionner ces unités de méthanisation. Quels sont les risques ou les dérives ou les difficultés, on peut employer un terme ou l'autre, auxquels le secteur est confronté dans cette partie approvisionnement, Alors les difficultés, ça va être effectivement d'assurer, les unités de méthanisation sont là pour 15-20 ans et donc il va falloir sécuriser cet approvisionnement donc parce que sans matière première, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de biogaz et donc il va falloir sécuriser sur cette durée bien ces ressources-là avec un pouvoir méthanogène, donc conserver le pouvoir méthanogène, donc sécuriser en quantité, en qualité et en prix. Mais quand vous dites ça, sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser la filière, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des terres agricoles? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on les réserve à l'alimentation humaine ou animale, ou est-ce que ça finit par servir à créer une source d'énergie, ce qui peut sembler un peu absurde quand même? Alors les sources d'énergie pour la méthanisation, c'est 80% vient effectivement du monde agricole. Donc ça va être en premier, ça va être les effluents d'élevage, lisiers, fumier. Ensuite, on va avoir les pailles. Paille ou résidus de culture. Ensuite, on va avoir des cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui sont des cultures intermédiaires, donc pas des cultures principales, donc qui ne viennent pas en compétition avec l'alimentaire. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être déchets venant de la collecte, venant des collectivités, des industries agroalimentaires. Et enfin, on a tout ce qui va être... on peut aussi avoir du gaz à partir de centres d'enfouissement. Donc vous voyez, il y a 80%. C'est varié, quoi. C'est très varié. La méthanisation française, ça se
spécificité, c'est un mix d'intrants. Donc il n'y a pas actuellement, si on parle des cultures énergétiques, donc des cultures principales qui vont rentrer dans les méthaniseurs, on est entre 5 et 6%. Oui, mais alors est-ce que ça risque de monter en puissance en même temps que la filière? Parce que c'est l'une des craintes ou des critiques qui sont apportées par ceux qui disent attention, les grands méthaniseurs énormes, etc., c'est une aberration écologique. 80% des méthaniseurs dont on a cité, là, les 1300, sont des méthaniseurs agricoles, soit individuels, soit collectifs de territoire. Donc voilà, il y a une forte implication du monde agricole dans ces filières. La méthanisation rend pas mal de services parce qu'effectivement, ça produit une source d'énergie renouvelable locale, territoriale. On peut valoriser des ressources telles que les cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui ont vraiment un rôle très important dans les rotations, dans le stockage carbone. Donc voilà, et puis il y a le digesta, donc qui ressort du méthaniseur et qui est une source de fertilisants local. Et donc voilà, il y a vraiment une implication, un fort intérêt du monde agricole dans cette filière. Est-ce qu'il faut mieux former les agriculteurs aussi? Parce que c'est un autre métier quand même. Quand on se lance dans la méthanisation. Oui, alors via le CSF et via d'autres structures, il y a un accompagnement. Les agriculteurs ne sont pas tout seuls et donc il y a vraiment dans le but toujours de professionnaliser, cette filière. Oui, il y a pas mal de formations et autres parce qu'effectivement, c'est une unité. Alors on va pas dire industrielle, mais voilà, ça change quand même par rapport au métier de tous les jours d'un agriculteur. Oui, évidemment. 4 grands principes dans cette charte dont on parlait: expertise, transparence, circuit court, partage de valeur équitable. Sur la transparence, beau mot, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la structuration de l'approvisionnement? Ça va être de donner toutes les informations nécessaires à la fois aux fournisseurs et aux utilisateurs, toutes les informations nécessaires à pouvoir, en termes de prix, de qualité, en termes aussi de réglementation, donc de donner tout ce qui va bien pour la traçabilité, pour la durabilité, donc on parlait des bilans carbone et des choses comme ça, et puis en termes de sécurité, de façon à ce que l'information soit la plus juste, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème, en gros, pour alimenter les méthaniseurs durablement. L'aspect circuit court, inciter à la durabilité des systèmes en favorisant les circuits courts et les logiques d'économie circulaire. Vous parliez de territorialisation, donc ça c'est quoi? Ça joue sur la taille du méthaniseur, en fait, cette logique-là dont vous parlez? Il y a une logique, effectivement, de se sourcer localement. Donc, en général, ça va un maximum de 15-20 km. Et là, le but de cette charte, c'est que les approvisionneurs cherchent à trouver des ressources, à faire le lien entre des méthaniseurs locaux et des fournisseurs potentiels de biomasse localement, de façon à limiter, effectivement, les transports, les émissions de gaz à effet de serre en lien avec ces transports. Et puis il y a aussi un accompagnement dans la durabilité, aussi au niveau, quand on mobilise des ressources agricoles, au niveau de durabilité en termes d'accompagnement agronomique. Donc il y a vraiment cet accompagnement et cette notion de créer de la durabilité, c'est-à-dire des liens avec les acteurs du territoire et ne pas assécher, on va dire, des territoires. Bien sûr. Voilà, il y a vraiment cette notion de partenariat. Est-ce qu'il y a des sources d'approvisionnement qui sont sous-utilisées aujourd'hui? Je parle notamment aux déchets des ménages. Est-ce qu'ils vont déjà vers des méthaniseurs dans certaines régions ou est-ce que finalement c'est marginal aujourd'hui? Alors c'est en train d'être développé, il y a la réglementation qui change, qui va obliger tout déchet, il va y avoir la collecte sélective et donc du coup au 31 décembre 2023, toutes les collectivités devront avoir un tri sélectif sur cette partie déchets organiques. Actuellement, effectivement, il y a des filières qui se développent, des points d'apport volontaires où les particuliers peuvent apporter leurs déchets organiques. Et donc, il y a des filières qui commencent à se structurer, se développer sur ça. Donc, il y a pas mal de challenges parce qu'effectivement, il faut trier. Il ne faut pas qu'il y ait de contaminants, métal, plastique et autres. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est en train d'être... ça se développe assez fortement parce qu'effectivement, c'est un gisement qui est actuellement sous-exploité. Je reviens sur le dernier des piliers, le partage de valeurs équitable. C'est quoi? C'est un engagement de la filière? En quoi ça consiste, ça? Alors c'est d'avoir, c'est une notion de transparence, c'est de convenir d'un prix acceptable à la fois pour le fournisseur et puis pour l'utilisateur, qui va prendre en compte effectivement le marché local.
son pouvoir méthanogène, sa quantité d'énergie, aussi le service qui va être apporté par l'intermédiaire. Donc certains vont apporter un conseil agronomique, vont faire la logistique, et donc tous ces coûts en fait sont mis sur la table, et donc de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise et que les coûts soient maîtrisés pour les acteurs de la filière. Un dernier mot lié à l'actualité, la guerre en Ukraine, la flambée des prix du gaz, ça rend vos produits compétitifs, plus compétitifs ? Le gaz issu le biométhane issu de la méthanisation, oui, devient effectivement compétitif. Donc là, jusque maintenant, effectivement, il fallait industrialiser, professionnaliser de façon à avoir des objectifs de baisse des coûts. Mais on se rend compte qu'au final, on a une filière qui est déjà compétitive et qui produit déjà une ressource locale à des prix intéressants vu la situation actuelle. Effectivement. Merci Cyril Flamin, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat en partenariat avec Entrepreneurs pour la planète. Le débat de ce Smart Impact avec donc un partenariat avec Entrepreneurs pour la planète. Je vous rappelle le principe d'Entrepreneurs pour la planète, construire une communauté d'entrepreneurs engagés dans la protection de l'environnement, la limitation du réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité grâce au mentorat de compétences. C'est la fondatrice Hortense Bataille qui était venue présenter Entrepreneurs pour la planète il y a quelques jours. Et bien voilà le premier binôme. Bonjour Clémence Gastaldi, bienvenue. Vous êtes la directrice générale d'AXA Life and Health International Solutions. Quel bel accent. Yacine Cabej, bonjour, bienvenue. Le président fondateur de Circule Egg. Le principe du mentorat déjà, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Eh bien, c'est du mentorat dans les deux sens. C'est du reverse mentorat. C'est ça qui m'a beaucoup plu parce qu'à la fois, eh bien, on vient aider de jeunes entrepreneurs qui créent l'économie de demain. Et en même temps, eh bien, il nous ouvre une fenêtre sur, sur l'entrepreneuriat, sur les startups et surtout sur la génération Z. Oui. Nouvelle génération qui a... Mais est-ce que ça influe, parce que moi je vois ici dans cette émission aussi des grands groupes qui sont en train de changer de modèle ou de réfléchir à leur changement de modèle, comment limiter leur impact. Et est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez? C'est-à-dire le fait de vous engager via ce mentorat, ça trouve un prolongement aussi dans votre entreprise? Complètement. C'est quelque chose que je trouve effectivement hyper intéressant dans ce modèle, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des patrons sont convaincus du fait qu'ils doivent changer leur modèle pour limiter leur impact carbone. Mais pour que cette transformation, elle soit rapide, elle soit efficace, elle soit pérenne, il faut qu'elle soit portée par tout le management intermédiaire des entreprises. Et donc, il faut absolument que ces patrons arrivent à embarquer, à insuffler, à convaincre tous leurs employés, tout leur management intermédiaire de cette nécessité. Et je pense qu'en les poussant à devenir mentors et donc à se rapprocher de jeunes start-upers pleins d'idées et pleins de convictions, eh bien ça peut justement pousser dans ce sens-là. C'est pour ça que ça marche dans les deux sens. Yacine Cabej, vous étiez venu il y a un an, mais présentez-moi de nouveau Circule Egg pour nos téléspectateurs qui éventuellement ne connaissent pas l'entreprise. C'est quoi? Alors Circule Egg, en fait, on est une jeune entreprise, on a 2 ans. On a eu 2 ans même hier en fait. Et donc on a soufflé de nous bouger hier. Et donc on travaille dans l'économie circulaire. En fait, on valorise les coquilles d'œufs issues des usines d'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, en fait, il y a des usines qui cassent des œufs, qui séparent le blanc du jaune et en fait vendent des bidons de blanc, des bidons de jaune à des industries agroalimentaires pour faire des gâteaux, par exemple. Et sauf qu'en fait, ces casseries ne savent pas quoi faire de leurs coquilles. Et donc nous, c'est là qu'on arrive, on récupère les coquilles d'œufs, on sépare la coquille et la membrane, la petite membrane qu'on peut voir lorsqu'on casse un œuf, par exemple. Et donc ensuite, une fois séparés, broyés et hygiénisés, on revend ces 2 ingrédients vers les filières donc, du pet food, du complément alimentaire et de la cosmétique. Mais alors, ce qui est fascinant, moi, ce qui m'avait surpris, c'est vraiment 2 filières en une, en fait, c'est ça? C'est ça, complètement. Donc, qu'est-ce qui va à la cosmétique? Alors, en fait, du coup, les deux peuvent aller dans les... D'accord. En fait, la coquille externe, c'est ce qu'on appelle du carbonate de calcium, c'est du calcium. Et donc, elle peut être utilisée en tant que source de calcium pour la cosmétique, le pet food, donc pour nos animaux, et complément alimentaire pour nos os. Et la membrane, en fait, ça c'est riche en plein de biomolécules et ça a des propriétés pour ce qu'on appelle le soutien de la fonction articulaire, donc c'est complément alimentaire, et la bonne santé de la peau, donc c'est plutôt cosmétique. Clémence Gastaldi, qu'est-ce qui vous a plu? Parce que je rappelle le principe d'Entrepreneurs pour la planète, c'est de faire matcher un mentor et une start-up et un start-upper. Donc qu'est-ce qui vous a plu dans le projet Circule Egg? Je pense que la principale chose qui m'a plu, c'est le fait que ce soit
ça repose sur une vraie innovation technologique. Donc ça, c'est le côté très, très sympathique. Et ensuite, ça pousse l'économie circulaire. Et enfin, ça a un impact concret, immédiat. Et ça, voilà, l'aspect techno, c'est aussi un peu votre histoire? Effectivement, on est tous les deux ingénieurs agro et donc les discussions avec Yacine me replongent avec grand plaisir dans ces discussions. Vous parlez un peu le même langage, quoi, d'une certaine façon. Il me le rappelle un peu. Oui, un d'accord. peu vieilli. Oui. Pourquoi ce mentorat, il vous intéresse? Qu'est-ce que ça vous apporte? Soyons très concrets. Alors pour le mentorat, concrètement, en fait, moi c'est quelque chose que je crois vraiment énormément en tant qu'entrepreneur et jeune entrepreneur. C'est hyper important de s'épauler de personnes plus compétentes que soi, en toute humilité, je le pense vraiment. Et donc du coup en interne, avec des collaborateurs, aujourd'hui on a une belle équipe, on est très contents et je leur passe le bonjour. Vous êtes combien aujourd'hui? Plus d'une dizaine. Ah bah c'est bien, bravo. Oui. Et en externe, du coup, avec par contre des mentors qui sont spécialisés dans certains domaines de l'entreprise, qui peuvent être propres à toutes les entreprises, finance, communication, etc. Mais aussi des trucs propres à Circuleg, donc industrie, etc. Et avec, du coup, Clémence, c'était sur la partie plutôt dirigeante. D'accord. Qu'est-ce qui vous manquait, entre guillemets? C'est-à-dire, vous faites preuve d'humilité en disant j'ai besoin des autres. Bravo, hein, je pense qu'on est tous d'accord et on apprend à tous âges, moi je vous le dis. Hein. Et qu'est-ce qui vous manquait, en quelque sorte? Ou avec Clémence, dans l'exemple très concret, c'était, du coup, je voyais en elle, c'est pas un très beau poste, on peut le dire. Et donc, c'était plus sur ma posture de dirigeant. Je suis un jeune dirigeant et donc, du coup, il faut que j'apprenne à diriger, à manager, etc. C'est intéressant ça. Et en plus, de temps en temps, il y a aussi des choses pas mauvaises, disons, à faire, mais plutôt des choses tristes à faire et en tant que dirigeant, dans le management. Et du coup, elle peut aussi m'aider sur ce genre de choses. La posture de dirigeant, ça s'improvise pas, ça, Clémence Castaldi? Est-ce qu'on l'apprend à l'école, ça? Non, on essaie de l'apprendre, mais je pense qu'on l'apprend plutôt sur le terrain. Ouais. Et effectivement, je pense qu'il y a des bonnes pratiques, il y a des choses, on a tous appris en essayant, en ratant, et puis en réessayant. Et donc, effectivement, en partageant tous mes échecs, et bien parfois, j'espère que ça permet à Yacine d'aller plus vite au succès. Comment vous avez travaillé ensemble? C'est un mentorat qui dure sur combien de temps? Quelle régularité? Vous voyez, vraiment, j'ouvre le capot. Comment ça marche, le mentorat Entrepreneur pour la planète? Je peux répondre. Allez, Yacine, allez-y. En fait, ce qui a été intéressant avec Clémence, c'est qu'au début, on s'est vu de manière très fréquente. Donc, c'était quasiment toutes les semaines pour apprendre aussi à se connaître. Donc, c'était important d'avoir un sorte de fit humain. Et ensuite, après, je la sollicite, je me permets de la solliciter de manière moins régulière, mais plus sur des sujets très spécifiques. Un partenariat stratégique, par exemple, etc. Et donc là, c'est plus à la maille mensuelle, je dirais. Ouais. Comment vous gérez ça avec avec vos responsabilités? C'est un nouveau poste en plus, DG d'AXA Life. Tout à fait. Depuis combien de temps? Depuis septembre. Depuis le mois de septembre. Donc quand on prend un poste comme celui-là, faut le digérer quand même. La vie, de toute façon, c'est que des priorités. C'est où est-ce qu'on met les priorités. Ouais. Moi, si je travaille chez AXA, c'est parce qu'AXA a un impact très important sur la planète. Clairement, moi, c'est une de mes priorités aujourd'hui d'arriver à faiblement, mais comme je peux, avoir un impact pour limiter le réchauffement climatique. Donc, à titre personnel, je fais pas mal de choses. À titre professionnel, via AXA, je fais pas mal de choses. D'ailleurs, AXA est devenu mécène d'entrepreneurs pour la planète. Et donc, voilà, j'essaie de trouver tous les leviers possibles pour contribuer. Et donc, c'est un des leviers que j'ai trouvé pour contribuer. Ouais. Ça peut durer combien de temps, un mentorat comme celui-là? Tant que Yacine trouve que je suis utile, je serai ravie. Le jour où tu seras une licorne, je te laisserai. Je pense que tu n'auras plus besoin de moi. Mais tant que tu auras besoin de moi, je serai ravie de t'aider. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend son téléphone, il vous appelle, il vous dit je suis confronté à telle difficulté, c'est ça? Exactement. Ouais. Très concrètement, c'est ça. Il y a eu un moment important dans l'histoire de Circuleg, c'est une levée de fonds. C'était quand? C'était pour quel montant? On vient tout juste de finir. On n'a pas encore communiqué dessus. Du coup, on se garde le truc très chaud pour l'instant. D'accord. Mais surtout, ce que ça nous a permis, c'est justement de constituer l'équipe qu'on a aujourd'hui. Ça nous a permis de lancer l'industrialisation de notre premier procédé. Donc, on a maintenant un démonstrateur industriel qui tourne, qui nous permet de commencer à vendre à nos clients finaux. Est-ce que dans cette période-là, vous avez spécifiquement, particulièrement fait appel à Clémence? Oui, effectivement, notamment de manière très concrète, elle m'a mis en relation avec un fonds d'investissement. C'était plutôt au début, c'est-à-dire c'est le moment où on constitue un peu tous les dossiers pour commencer le roadshow, ce qu'on appelle, donc le moment où on va aller voir les investisseurs. Donc j'avais échangé avec un de ses copains, ses amis, qui du coup m'avait expliqué comment bien faire nos outils, etc. Et ensuite, après, je t'avais pitché aussi, d'ailleurs, comment faire le fameux pitch, etc. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment 3 choses qu'un mentor peut apporter. Le réseau,
Ça, c'est dont je pense qu'effectivement, j'ai pu mettre Yeti en contact avec pas mal de personnes. Ensuite, son expertise en tant que manager. Et puis enfin, son expertise plus de responsable de projet, de gestion de projet. Voilà. Sur la planification, oui, clair. Est-ce que vous avez eu un mentor? J'ai eu beaucoup de mentors. C'est vrai? Et c'était important? Ça m'a énormément aidé. Ça vous a fait gagner du temps, en fait? Vous diriez quoi? Gagner du temps et puis gagner la compréhension, ça m'a beaucoup aidé sur les relations interpersonnelles. Comprendre son environnement, comprendre le contexte et effectivement comprendre les enjeux des uns et des autres pour aller plus vite. Est-ce que vous ressentez parfois, moi j'ai beaucoup d'interlocuteurs dans cette émission ou dans d'autres qui sont chefs d'entreprise, qui viennent de créer leur boîte ou qui au contraire le sont depuis longtemps et qui disent qu'on se sent souvent un peu seul. Est-ce que vous, après 2 ans, vous le ressentez déjà ça, face aux décisions importantes, vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, parce que in fine, oui, on est seul dans la décision, ou en tout cas dans mon cas, moi j'ai des associés, donc on est à 3 plutôt, on est seul, on a un bon trio, mais c'est là où justement je pense que c'est important, c'est que vraiment dans toute décision importante, typiquement le partenariat dont j'ai mentionné tout à l'heure, on va chercher autour de nous des personnes compétentes pour nous aider à y voir clair, à voir les pour, les contre, mais à la fin, on est seul dans la décision, oui. Ouais. Et le fait que vous vous engagiez, est-ce que ça engage AXA aussi? Vous nous l'avez dit, AXA est partenaire d'Entrepreneurs pour la planète, mais il n'y a pas d'idée de business, c'est-à-dire que AXA ne va pas investir dans Circulec, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas exactement les mêmes... C'est pas du tout... vous n'étiez pas dans cette direction-là, quoi. Moi, j'ai rencontré Circulec via un agent général AXA, qui m'avait, une fois très tard, appelé en me disant AXA est super engagé, tu es engagé, il faut que tu rencontres Christophe Caille, qui vient de créer Entrepreneurs pour la planète. Je l'ai rencontré et je me suis dit, effectivement, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, je me suis engagée, mais vraiment à titre personnel, sur le mentorat. Et après, c'est vrai qu'en parlant avec le mécénat d'AXA, c'est vraiment parce que c'est complètement aligné avec les convictions et les engagements d'AXA sur le climat, mais ce n'est pas du tout dans une dimension business. Oui, il n'y a pas de dimension business. Et je rentre vraiment dans la machine. C'est du temps que vous prenez sur votre temps de travail? C'est quelque chose que vous proposez en plus? Non, mais j'ai envie de dire que quand on est DG, on fait un peu ce qu'on veut dans la gestion de son temps, mais quand même. Il n'y a plus tellement de temps de perso, de temps de, mais pro. Bon. Je ne sais plus où on met trop la limite. Je sais pas. Je le fais mon temps, et mon temps, il est autant perso que pro. Ouais. C'est quand même un sacrifice d'une certaine façon. Enfin, je sais pas. Je suis conscient. Et ça m'apporte beaucoup. Non, mais ça m'apporte beaucoup. C'est pas un sacrifice. Ça m'apporte du sens. Ça m'apporte. Donc, comme je le disais, une fenêtre sur le monde de la génération Z. Ils ont quand même des manières un peu différentes de voir le monde par rapport à nous. Certes. Et ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte aussi des moments sympathiques. Voilà, où, comme je le disais, on me replonge dans mes études d'ingénieur. Et puis, très concrètement, si, je l'ai utilisé en business. Récemment, j'ai demandé à Yacine de tester un prototype créé par mes équipes, justement, d'une plateforme qu'on voulait proposer à des entrepreneurs. Ouais. Donc, je peux aussi l'utiliser. Voilà, il y a aussi un avantage. Et voilà. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très sympa de découvrir votre binôme, les mentorats d'entrepreneurs pour la planète. Voilà, on recevra régulièrement dans cette émission un nouveau binôme. Merci encore à tous les deux. C'est l'heure de Smart Ideas. On parle de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Smart Ideas avec Maïeul Le Guern, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Host UKR pour Ukraine avec Aubry Lebouard. C'est quoi votre projet ? Alors le projet de Host UKR, c'est tout simplement une plateforme de mise en relation qui se veut très simple et très efficace entre particuliers français qui souhaiteraient mettre à disposition un hébergement auprès de réfugiés ukrainiens qui sont actuellement en train de fuir leur pays. Vous êtes étudiant, c'est ça? Vous êtes encore étudiants tous les deux avec Aubry? C'est ça. Alors respectivement, moi je suis étudiant à l'EDEC Business School, en école de commerce, et lui est élève avocat à l'école du barreau. Ok, et comment on monte une plateforme quand on n'est ni l'un ni l'autre des développeurs ou des data scientists? Oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on a tous les deux une fibre entre guillemets entrepreneuriale. Voilà, on est tous les deux assez débrouillards, je dirais. Moi, je sors aussi d'une classe prépa ingénieur, ce qui m'a donné quelques facilités pour en fait utiliser tout simplement des outils no-code. C'est des outils en fait qui permettent tout simplement de mettre en place, par exemple, des plateformes de mise en relation. Donc avec d'un côté une base de données et de l'autre côté un site internet, et de manière très simple. Et voilà, ça nous a beaucoup aidé. Voilà, sans être obligé de rentrer, de coder et de rentrer dans la bécane, si j'ose dire. Comment ça marche cette plateforme? Expliquez-moi, qui peut l'utiliser déjà? Alors,
tout le monde, très basiquement. Ouais. En fait, vous allez directement sur le site internet, donc host-ukr.com, et ce site, il est divisé en deux parties. La partie donc particulier français, qui va renseigner un petit formulaire en indiquant quelques infos de contact et quelques modalités d'accueil. Et ensuite, la partie réfugié, où le réfugié va également renseigner ces mêmes informations. Et ensuite, il va pouvoir choisir du coup une proposition d'hébergement parmi celles disponibles sur notre plateforme. Ouais. Vous l'avez lancé il y a quoi? Il y a quelques jours. On l'a lancé, c'est ça, il y a maintenant 2 semaines. Ouais. Il y a déjà des réfugiés, il y a déjà des Voilà. rencontres qui se sont faites. On a effectivement déjà eu des mises en relation et des personnes s'inscrivent tous les jours sur la plateforme, ce qui est super. C'est déjà une belle victoire pour nous. Ouais. Et des gens qui sont venus s'installer, des réfugiés qui sont déjà installés chez leurs autres, ça y est quoi? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore la confirmation parce D'accord. que les contacts sont faits de manière très très récente vu qu'on est en train de communiquer sur la plateforme. Bien D'ailleurs, sûr. pour les personnes qui écoutent, voilà, si vous avez un hébergement à disposition ou si vous voulez relayer la plateforme, allez-y, c'est pour la bonne cause. Oui, évidemment, je vais redonner l'adresse host, www.host-ukr.com. Qu'est-ce qu'ils recherchent les réfugiés? Parce que c'est vraiment une question importante que j'ai déjà abordée ici ou dans d'autres émissions. C'est plutôt des gens qui se disent on est en France, on va s'installer en France, ou alors un hébergement temporaire en espérant rentrer chez eux le plus vite possible. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a vraiment de tout. On a des personnes qui ont vraiment une volonté de manière vraiment de s'installer, de s'intégrer en France. Ouais. Et on a d'autres personnes qui se disent, voilà, moi je trouve un hébergement en France de manière, on va dire, plus temporaire et pour ensuite revenir en Ukraine lorsque les temps se seront calmés. Ouais. Ce sont principalement des femmes et des enfants. Les hommes sont très majoritairement restés en Ukraine, c'est ça? Effectivement, principalement des femmes et des enfants, donc des familles en fait, des petites familles. Ouais. Ça suppose quoi? Ça suppose d'avoir beaucoup de place pour les accueillir. Ouais, j'imagine des téléspectateurs de Smart Impact qui se disent allez, ok, moi j'ai envie d'aider. C'est quoi les conditions à remplir en fait? Alors les conditions, elles sont vraiment de toutes sortes. Il y en a pas vraiment, si ce n'est voilà, de proposer un hébergement effectivement décent. On a des personnes qui proposent tout simplement une chambre, par exemple, pour un étudiant qui aurait fui le pays. D'autres personnes qui proposent carrément une maison. On a vu des personnes qui proposaient jusqu'à 10 places dans des hébergements voilà, qui proposent justement ce genre de capacité. Donc il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout et c'est pour ça que ça s'adresse au plus grand nombre. Est-ce que ceux qui hébergent, les autres, s'engagent sur une durée minimum d'accueil? On a 1 mois, c'est vraiment la durée minimum. Et D'accord. ensuite, il y a des personnes qui en fait signent pour une durée entre guillemets indéterminée. Ça va jusqu'à 999 quoi. D'accord, donc ils s'engagent, ils disent on est là et on sera là. Est-ce que cette plateforme, elle pourrait durer après cette guerre pour d'autres réfugiés? Alors, elle s'appelle UKR, donc elle est destinée aux Ukrainiens, mais est-ce qu'elle pourrait, dans votre esprit, continuer après? Bien sûr, voilà, nous on l'a monté parce qu'on était à un moment où on avait les bonnes compétences entre guillemets pour le faire, mais on pense effectivement pas seulement du coup aux hébergés ukrainiens, mais à toute nationalité. Et on se dit si la plateforme peut servir et on est prêt à redonner voilà toutes nos informations pour qu'il y ait des personnes ou que ça soit nous-mêmes pour permettre à d'autres réfugiés de pouvoir profiter de ce genre d'initiative. C'est évidemment totalement, c'est une association, c'est bénévole. C'est une association, c'est totalement bénévole. On fait ça le soir en rentrant de nos stages et on ne gagne pas du tout d'argent dessus, bien sûr. Bon, il fallait le dire. Merci beaucoup, Maëlle Le Guen. Bravo pour cette initiative. Je rappelle l'adresse de votre site internet, donc www.host-ukr.com. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.